Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben, ils vont apprendre. Nous avons juré de protéger jusqu'à la mort la pierre du temps. Et j'ai juré de plus manger de glace, mais Pareil qu'on a créé un parfum pour moi. Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça. Il faut avouer que voir Donnie massacrer un nazi, c'est presque aussi chouette que d'aller au cinoche. Bienvenue dans ce nouvel épisode de LNDS. LNDS, c'est le format news de la nuit des sorties, Disney, Netflix, Warner, etc. On analyse l'actualité de l'industrie cinéma sous toutes ses coutures. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude accompagné de Al. Bonsoir Al. Bonsoir Mistin. Ça va? Ouais, et toi? Enfin ouais, un petit peu mal à la tête, mais sinon ça va. Ça va. Mais oui, parce qu'on enregistre le même jour où tu dis que t'as mal à la tête dans l'autre épisode. Donc, oui. Ouais, mais tu sais que c'est pas cohérent parce que l'autre épisode sortira après celui-là. Donc... Ah merde. Donc en fait, il y aura un truc un peu bizarre, mais voilà, un truc un petit peu inceptionesque, mais bon, c'est pas grave. Et sinon, on a pas mal de trucs à traiter cette semaine, Ista. Ouais, on a une grosse semaine là parce qu'il y a eu la CinemaCon, il y a eu des news, il y a eu pas mal de choses et puis on a eu des nouvelles du festival de Cannes aussi notamment. Et on va commencer par ça, on va parler de Cannes. Ouais, il y a eu pas mal de films qui ont été annoncés. Donc on a un film de Jacques Audiard qui revient, donc le Frenchie qui avait fait le Frenchie. Je sais pas pourquoi j'appelle ça comme ça, mais qui a été son film le plus connu, je crois, c'est Un prophète, peut-être. Avec Tahar Rahim, qui l'a beaucoup révélé. Mais voilà, il avait fait les Olympiades il y a quelques années. Il avait fait les Frères Sisters aux États-Unis avec Joaquin Phoenix. Et il revient avec un nouveau film. Et je crois que c'est avec Selena Gomez, c'est ça? Oui, c'est avec Selena Gomez et Zoé Saldana. Je crois que Zoé Saldana a le premier rôle du film, ouais. Ah, ouais. D'accord. Et on retrouve aussi Francis Ford Coppola. Bon, on savait déjà. Voilà, il revient avec Megalopolis, son soi-disant dernier film. Il a réussi à le financer. Ça va être un gros truc. Bon, on en avait déjà parlé la semaine précédente. David Cronenberg, un habitué de Cannes. Il était déjà venu il y a 2 ans pour Les Crimes du futur, il me semble. Donc il revient 2 ans après. Mais pour de toute façon, Map to the Star était venu aussi. Je crois que dès qu'il sort un film, il est là, quoi. Oui, souvent, c'est un habitué, voilà, il revient souvent avec ses films un peu bizarres, voilà. On a Yorgos Lanthimos qui revient cette année à Cannes, parce qu'il n'était pas allé à Cannes pour son dernier film, il était allé à la Mostra de Venise. Et là, il revient en tant que star, parce qu'il a été, ses films ont remporté pas mal de prix, donc voilà, Kings of Kindness, toujours avec Emma Stone et tout un tas de gros castings. On a Gilles Lelouch en compétition, assez surpris, pour le coup. Ouais. Qui avait connu le succès en tant que réalisateur avec Le Grand Bain, qui était sorti à 5 ans. C'était lui ça, je savais pas, d'accord. Okay. C'était lui qui l'avait réalisé, donc voilà, qui est une comédie un peu populaire qui a été plutôt appréciée par la plupart des gens. Et il revient en compétition, voilà, avec L'amour ouf. On a Paul Schrader, scénariste légendaire de Martin Scorsese, qui était sur Taxi Driver notamment, voilà, Raging Bull, pour ceux qui connaissent, j'allais dire comme si c'était des films inconnus, voilà, et qui a fait pas mal qui a réalisé beaucoup de films depuis pas mal d'années, voilà, qui avait fait comment il s'appelait le film qui est sorti l'année dernière, Master Gardener, je crois, avec Ethan Hawke. Master Gardener, c'est Joel Edgerton, c'est pas Ethan Hawke. Je crois que j'ai compris mon erreur, c'est parce qu'en fait il avait fait un film avec Ethan Hawke qui était sorti quelques années avant, qui s'appelait Sur le chemin de la rédemption. Je sais pas, dans ma tête ça a dû faire, mais oui, t'as raison, du coup c'est Joel Edgerton. Et sinon, Paolo Sorrentino, donc le réalisateur italien, voilà, assez renommé, qui avait fait Youth, peut-être que t'as entendu parler Youth, ouais, de nom, ça me dit un truc, avec Brian Cox, L'amant de Dieu, qui avait fait sur Netflix, il me semble. Okay. Et je crois qu'il avait participé à la série avec sur le pape, là, The Young Pope. The Young Pope, ouais. Et je crois, il me semble que c'est lui qui l'a faite. Voilà. Et on retrouve pas mal d'autres réalisateurs. Quentin Dupieux, voilà, on sait que c'est lui qui fera l'ouverture. Donc voilà, pas mal de films annoncés, mais on a surtout une palme d'honneur, Ista. Ouais, là c'est la première fois que c'est une palme d'honneur qui n'est pas donnée à une personne en particulier, c'est une palme d'honneur qui est donnée au studio Ghibli. Donc le studio Ghibli, voilà, on avait parlé d'eux quand on avait fait Le Garçon et les Héron, voilà, le dernier film de Miyazaki. Voilà, en gros, c'est beaucoup les films de Miyazaki, mais c'est son studio qui l'a créé et tout. Et donc, ouais, là, c'est eux qui vont avoir le prix, la Palme d'honneur de Cannes cette année. C'est beau quand même de récompenser un studio d'animation qui a fait tant de bons films d'animation et de pas avoir de films d'animation du tout. Oui, c'est ça. Oui, parce que ça, par contre, dans la sélection, même dans les non sélectionnés, je crois qu'il n'y a aucun film d'animation qui est. Je sais plus, parce qu'il y en a pas mal qui sont tombés ce dernier jour, mais effectivement, il n'y en a pas du tout. J'ai rien vu passer. Pas du tout qui me saute aux yeux, donc ouais, c'est assez fou, quoi, cette année. Alors, on va enchaîner avec des gros réals, 3 gros réals à la suite qui ont annoncé pas mal de choses. Donc, on va commencer par Martin Scorsese,
Ouais, je l'ai bien dit comme il faut le dire à l'anglaise. Et bah, il va réaliser 2 films qui arrivent. Donc, on a un premier film sur Jésus. Voilà, il avait déjà fait un film sur Jésus à l'époque. Et il y a Andrew Garfield et Miles Taylor, donc du coup, qui sont pressenti pour incarner Jésus, j'imagine. Mais d'ailleurs, Andrew Garfield, il était dans un film sur la religion, non? Avec de Scorsese, Silence. Il était, alors, c'était pas du tout, il jouait pas du tout Jésus, mais oui, il jouait un prêtre, effectivement, qui allait, c'était un Portugais qui allait au Japon pour prêcher la bonne parole. Ça nous rappelle le Shogun, dont on parlera sûrement bientôt. Mais effectivement, il y a moyen qu'il le reprenne parce qu'il a déjà travaillé avec lui. Et on a un deuxième film. Alors, ce serait un film sur Frank Sinatra, un biopic. Donc le chanteur américain que tout le monde connaît, Fly Me to the Moon, tout ça. Et ce serait joué par Leonardo DiCaprio, voilà, qui retrouve Martin Scorsese pour la je sais plus combien de fois, tellement il a travaillé avec lui maintenant. C'est plus surprenant, quoi. Et Jennifer Lawrence serait aussi dans le film pour jouer la deuxième femme de Frank Sinatra. Donc dans le film, ça te hype un peu toutes ces annonces de Martin? Moi, un film sur la religion, je sais pas trop sur le coup. J'ai pas vu Silence, il était très controversé comme film. Donc, je t'avoue que ça me hype pas spécialement. Un biopic, enfin, moi, les sujets là, ils m'intéressent pas de fou. Je t'avoue que c'est pas quelque chose qui me parle. Après, c'est Martin Scorsese, donc je suis quand même curieux, quoi. Il avait fait La Dernière Tentation du Christ à l'époque avec Willem Dafoe. En tant que là aussi ça parlait de ça, mais après de toute façon Scorsese a beaucoup, enfin c'est un croyant et l'imagerie et les thèmes religieux sont très importants dans son cinéma, hein. Donc moi ça m'étonne pas du tout qu'il soit sur ça et je pense qu'il va l'aborder. Enfin voilà, moi je vais être, je pense, dedans vu ces derniers films qui m'ont plutôt passionné. Et un biopic. Ouais. Non, il va être moins long. Enfin, Jésus, je sais qu'il va le tourner assez vite, hein. Il va le tourner cette année assez rapidement, il me semble. Je pense que ça sera pas aussi long qu'un Killers of the Flower Moon. Oh, parle pas trop tôt. Tu crois? Parle trop vite. Fais attention. Là, c'est pas parce il va tourner rapidement que le film il va pas durer longtemps. Moi, je le sens bien parti, moi, là, Scorsese. Là, il a fait 3 films de plus de 3 heures. Enfin, non, The Silence, il faisait 2h50, je crois. Mais voilà, c'était long. Et je pense qu'il est bien parti pour continuer sur ces trucs-là. Enfin, en tout cas, je dirais, je vendrai pas la peau de l'ours. Par contre, on sait pas qui c'est qui va les acheter ou quoi, ça on sait pas encore. Non, pas encore. Bon, après, voilà. Il y a le temps de voir, et de toute façon le film avec Leonardo DiCaprio sera sûrement financé très, très rapidement puisqu'il y a Leonardo DiCaprio dedans, mais ouais, moi ça me hype pas mal tout ça. D'accord, ok. Un autre gros réal, on a Steven Spielberg, voilà, un ami de Martin Scorsese, qui va faire un nouveau film sur les ovnis. Voilà. Il aurait une idée originale dessus, et c'est David Koepp qui écrit le scénario. David Koepp qui a écrit Jurassic Park, il me semble. Oui, il a travaillé pas mal de fois avec Steven Spielberg. Il avait fait les deux il a fait les 2 Jurassic Park auxquels Spielberg est affilié. Il a fait La Guerre des Mondes aussi, il me semble. Et je crois que la dernière fois qu'ils ont été ensemble, c'était sur un film pas foufou, c'était Indiana Jones, je crois. Donc bon. Ouais, le 4. Le dernier, oui. Ouais. Enfin, le dernier. Pas le dernier, l'avant-dernier. Sur le coup. Oui. Ouais, Steven Spielberg qui revient à les extraterrestres, il en a fait plusieurs. Hein. Tu disais La Guerre des Mondes, mais aussi. Il a fait E.T., Rencontre du troisième type. Oui, après, voilà, on sait que Spielberg. Il aime bien la SF. Voilà, c'est une grande histoire d'amour. C'est pas étonnant, mais Rencontre du troisième type, c'est déjà un film un peu d'ovni, quoi. Ouais, je suis curieux de voir son idée. Moi ça me hype plus que Scorsese, je t'avoue, parce que science-fiction, j'aime bien. C'est des sujets qui me parlent. Voilà. Après, Spielberg qui revient à la science-fiction, la science-fiction, les extraterrestres plutôt, je vais dire, parce que. Oui, parce que Ready Player One est un film de science-fiction. Mais ouais, ça fait un moment. Donc moi je suis hypé aussi. Je sais pas quel genre de film il va nous faire, parce qu'il a fait le film de guerre, il a fait Rencontre du troisième type, il a fait le film pour enfants avec Kitty. Donc tu sais, il a fait pas mal de trucs. Il a un peu tout fait, quoi. Ouais. Donc qu'est-ce qu'il va nous faire d'autre? Je ne sais pas, et ça m'intéresse pas mal. Ouais. Et sinon, on va parler aussi de Bong Joon-ho, qui avait annoncé qu'il allait faire un film d'animation. Donc, ce serait un film d'animation fait à la main. Donc, on ne serait pas sur un projet en 3D. On serait sur quelque chose à la Ghibli, quoi. En gros, voilà, c'est dessiné, quoi. Et on a appris que Werner Herzog, il va jouer dans ce film. Il va sûrement faire une voix. C'est incroyable. Ouais, Werner Herzog, c'est un cinéaste allemand très important, je pense des années 70-80, je dirais, qui avait fait le remake de Nosferatu notamment, et qui avait fait un film qui s'appelle Aguirre. Bon, je connais pas tous ces films, j'avoue, parce que j'ai vu un film qui m'a un peu traumatisé à l'époque en école de ciné, qui s'appelait Les nains ont commencé petits. Et je te jure, c'est un film où il y a des nains qui crient pendant tout le film.
Je te jure que c'est vrai, hein, mais c'est passionnant. Mais c'est vrai que c'était assez spécial et c'était voilà, il a un cinéma assez spécial. Mais oui, du coup c'est un peu une légende. Il l'a quand même dans son film, donc ça c'est assez fou quoi. Je crois qu'il fait des documentaires vraiment pas mal. Enfin, moi j'avais entendu qu'il avait des documentaires pas mal. Aussi. Avec une voix, parce qu'il a une voix un peu spéciale et tout. Avec sa voix, c'est assez incroyable. Moi je le vois dans Mandalorian quand il fait Give me the baby, give me the baby. Enfin, voilà. Donc voilà, les rêves d'Ista. On va s'envoler vers Universal Pictures, on a parlé de Spielberg, on va parler de Jurassic Park. Ah bah non, on va parler de Jurassic World, donc c'est tout de suite moins passionnant. Et peut-être Jurassic City, on ne sait pas encore. Hein. Ah oui, mais c'est vrai que possiblement Jurassic City, du coup le nouveau film Jurassic World qui devrait venir, donc on avait appris que Scarlett Johansson était affiliée au projet, et on a appris que 2 autres acteurs sont en discussion pour être dans le film. Donc on a Dev Patel qui a sorti récemment un film qui s'appelle Monkey Man, sa première réalisation dans laquelle il est très impliqué dedans, et on a un autre acteur qui s'appelle Jonathan Bailey qu'on n'a pas trop vu. J'ai vu qu'il était dans le prochain film Wicked, c'est là, ouais, qui sort en fin d'année. Et voilà, c'est un acteur que j'ai pas trop vu, donc je le connais pas non plus. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Dev Patel dans Jurassic World? Le casting, il est comme si c'est Scarlett Johansson, Dev Patel, c'est pas dégueu, hein, mais Gareth Edwards à la réal, mais à voir. Moi j'ai entendu une rumeur aussi, je vais rajouter ça, comme quoi le casting ce serait 3 adultes, 3 ados. Oh là là. J'ai dit le mot ado, c'est bon. Non, mais c'est pas. En fait, le mot ado me fait pas peur. Le mot ado et Jurassic Park derrière me fait très peur. Oui, c'est ça en fait. En fait, c'est le mot Jurassic Park parce que Gareth Edwards, comme je disais, Gareth Edwards, Dev Patel, Scarlett Johansson, c'est bien. Mais après, c'est le projet qui est en mode rush et tout qui fait peur. Mais ça, on l'a déjà dit plusieurs fois. Donc, bon, écoute, on verra. Moi, je suis quand même un peu curieux. S'il y a le côté gigantisme de Gareth Edwards sur des dinosaures, ça peut être quand même marrant au moins à voir. Voilà, donc on a un optimiste dans cette affaire. Voilà. Vous aurez deviné qui c'est. Alors on va maintenant parler de Sony et notamment de 28 ans plus tard, donc la fameuse trilogie qui avait été annoncée, voilà, avec le retour de Danny Boyle, voilà, pour le premier film, hein, pour la réalisation du premier film. Eh bien, on a appris qu'en fait, ils sont déjà pour parler, pour embaucher une réalisatrice sur la partie 2, donc c'est Nia DaCosta, donc, qui a réalisé notamment The Marvels et Candyman. Le remake. Candyman et le remake, pardon, de 2021, effectivement. Voilà, et donc en fait, ça elle ferait le deuxième film de la trilogie, et de ce qu'on comprend, c'est qu'en fait, il tournerait les films très vite. C'est pour ça que c'est pas Danny Boyle sur le deuxième film, en fait, c'est que dès qu'il finit le tournage 1, il passe direct au 2, et peut-être il passerait direct au 3 derrière, mais il y a une volonté de tout filmer très vite, en tout cas. Ouais, ils ont envie d'enchaîner, là, c'est la mode apparemment en ce moment. Moi, Nia DaCosta, j'ai vu que 2 Marvels, et bon, c'était pas fou en termes de mise en scène. Mais après, est-ce que c'était vraiment son film? Dans ces productions-là, je ne sais pas. On va voir ce qui est fait avec 28 ans plus tard. Mais c'est vrai que passer de Danny Boyle à Nia DaCosta, ça peut être très compliqué, je pense, peut-être potentiellement, donc à voir. Écoute, moi j'ai vu son Candyman, je l'aime beaucoup. Moi je trouve qu'il est vraiment bien réalisé, qu'il y avait des vrais beaux plans bien filmés et tout, il y avait des vraies idées. Il y avait des petites séquences d'animation qui étaient bien sympas aussi. Et moi je le conseille, le film. Et moi, Nia DaCosta, c'est une réalisatrice que j'apprécie. J'aime bien The Marvels aussi, même si c'est pas incroyable, mais dans la réal et tout, mais moi je trouve qu'il y avait des trucs quand même, donc moi je suis contente pour elle. je trouve que c'est cool. En plus c'est une femme noire et tout, donc bon, voilà. Ok. On va parler d'une nouvelle adaptation de manga, donc voilà, on était déjà au courant, hein, ça a déjà été annoncé depuis je crois 12 ans, mais voilà, on parlait de One Punch Man, donc le projet de film live action, il avance, et on a eu des nouvelles notamment sur les réalisateurs, pas les réalisateurs, pardon, les scénaristes, voilà, donc c'est les scénaristes de Rick et Morty, donc Dan Harmon et Heather Ann Campbell, donc ils vont écrire le script, et donc Justin Lin, il avait été annoncé à la réalisation, et effectivement c'est toujours lui qui est prévu à la réalisation. Ouais, Justin Lin, du coup, qui était attaché potentiellement au projet Spider-Man aussi, Alors ça c'était en rumeur, ouais. C'était en rumeur, mais donc du coup s'il fait ça, est-ce qu'il aura le temps de faire tout? Je ne sais pas. Je crois pas, parce qu'il a encore un autre projet. Et là, oui. Après, il est peut-être juste associé à plein de projets. Ouais, peut-être aussi, ouais. Mais ouais, je suis pas sûr. Mais du coup, le réalisateur de Star Trek Sans Limite et de je sais pas combien de Fast and Furious, qui fait One Punch Man. En vrai, ça aurait pu être pire. Hein. Moi, je trouve pas que c'est un tâcheron non plus. Mais bon, c'est pas, voilà, ça fait pas rêver non plus. Donc, je pense qu'on va être déçus au final, hein, parce que voilà, une adaptation One Punch Man, je le sens pas du tout. Mais bon. Après, ça va être, vu les scénaristes, ça va être
très humoristique. Après, One Punch Man, c'est humoristique. Oui, Donc, oui, bien sûr. Mais après, enfin, moi, ce qui m'intéresse dans One Punch Man, outre l'humour, c'est l'action, quoi. Donc bon, je sais pas s'ils vont réussir à matcher, en tout cas la saison 1 de la série d'animation. Je pense que ça va être compliqué de toper ça. Hein. Ouais, en vrai, c'est vrai que c'est compliqué, mais à voir. Ça, en tout cas, ça fait partie de la tendance en ce moment des adaptations de jeux vidéo et de manga, quoi. C'est ça. Ensuite, on va parler série, puisque chez Lionsgate, on a décidé d'adapter un film culte en série. Et oui, Old Boy. On va avoir une série télé de Park Chan-wook, donc réalisateur légendaire coréen. Son film va être adapté en série télé par Lionsgate. Et donc Lionsgate va être en partenariat avec Park Chan-wook pour développer la série Old Boy. Bon, on a un peu des traumatismes. Des mecs d'Old Boy, enfin, par les Américains. On se souvient tous du Old Boy de... Oula. Avec Josh Brolin. Et Spike Lee. De Spike Lee, voilà. Et ouais, moi je suis pas pour adapter en série ce truc. Faut peut-être arrêter d'essayer d'adapter des trucs d'autres pays pour les faire à la américaine. Enfin, moi je pense que ça va... je suis pas hypé du tout par le projet, quoi. Ouais, après moi j'attends de voir parce que Park Chan-wook il est impliqué dans le projet. Est-ce qu'ils vont faire exactement à copier-coller comme le film américain l'a fait? Je suis pas sûr. Ils vont peut-être faire une autre adaptation, réadapter le truc parce qu'à la base c'est un manga, Old Boy. Donc peut-être. Mais ils disent pas qu'ils adaptent le manga, ils disent qu'ils adaptent. Non, ils reprennent Park Chan-wook quand même. Donc, mais bon, ça va peut-être être quand même différent. Ils vont peut-être changer des trucs quand même, mais pas refaire exactement. Enfin, Park Chan-wook, je pense pas que ça l'intéresse non plus de refaire le même film. Enfin, je suis pas sûr, mais. Après, moi je pense qu'il touche un chèque, hein. C'est pour ça qu'il est à son nom. Oui. Après, on verra. Hein. Peut-être il est vraiment impliqué, mais je pense pas, moi. Bah là, il a annoncé comme vraiment impliqué dans le projet, en tout cas. En tout cas, je pense qu'il est attaché au projet parce qu'il a sûrement des droits ou quoi, et voilà, il va être sûrement noté comme producteur, mais après voir s'il est vraiment à l'écriture ou etc. Moi, dans l'article, j'ai compris qu'il était quand même, il serait quand même assez impliqué. Mais à voir. Bon, on verra. À voir, ouais. Ensuite, on va parler de Damien Chazelle. On en avait parlé il y a quelques semaines parce que Damien Chazelle avait du mal à financer son prochain film après le flop de Babylone, qui était pas qui avait fait un gros four surtout aux États-Unis. Et c'était dur pour lui de reprendre de reprendre des financements, et apparemment Paramount il a fait un deal avec Paramount et ils vont financer son prochain film. Et donc voilà, il a trouvé, on est heureux pour lui quand même, que son script ait trouvé des financements, et on n'a pas trop d'infos sur le film, mais on sait juste que ça sera dans une prison, donc je sais pas ce qu'il va nous faire, quel genre de délire il va nous faire, mais heureux que quand même un cinéaste, studio, un réalisateur qui a quand même fait des gros films oscarisés puisse faire ses films. C'est ça, ouais, ça fait plaisir qu'un gros studio ait allé le voir et lui dit oui, t'y arrives pas, on va t'aider. Parce que tu fais quand même des films, t'as quand même fait La La Land, t'as quand même fait des trucs qui ont fait parler, qui ont marché. Donc il est pas jeté à la poubelle, quoi. Donc ça fait plaisir et de le voir revenir. Et j'espère. Moi j'avais vraiment adoré Babylone, personnellement, l'année dernière. J'ai très hâte de voir ce qu'il va faire. Ouais, c'est la dure vie d'Hollywood, malheureusement. On peut disparaître du jour au lendemain, mais content qu'il puisse faire ça. Moi j'ai moins aimé Babylone que Ista, mais j'aime bien moi beaucoup Whiplash, La La Land, tout ça, et j'ai quand même envie de voir ce qu'il va faire par la suite, donc voilà. En plus il est français, donc voilà. Je sais pas s'il a la nationalité. Ah merde. Je sais pas, j'avais entendu qu'il disait lui qu'il allait des fois au cinéma de Paris et tout quand il était jeune et tout. Enfin bon. Je crois qu'il parle français un peu, mais je suis pas sûr. Non, t'as raison, franco-américain. Ah oui, il a vraiment la nationalité, le poteau. Ensuite, on va parler d'Edgar Wright, parce que on l'a pas vu depuis un moment, ça fait 3 ans, 3-4 ans. Depuis Last Night in Soho, il va adapter un livre de Stephen King qui s'appelle Running Man. Donc il y avait une adaptation de Running Man dans les années 80, il me semble, avec Schwarzenegger. Oui, j'ai jamais vu, mais j'ai vu des extraits, je vois l'affiche et tout. Ouais. Donc c'était un film d'action, je crois que c'est un roman d'anticipation, science-fiction de Stephen King dans un univers un peu dystopique, avec une série télé, un truc de télé-réalité. C'est pas un truc de sport, non? Je sais pas, moi je parle du livre, mais je sais pas ce que le film en a fait. Tu vois, c'est ça le truc. Tu vois. Donc, parce que je me demandais si c'est pas ça qui avait inspiré dans le manga Gun le blood, comment ils appelaient ça? Le blood sport? Non, pas le blood sport. Merde, je sais plus. Le roller blade, je sais plus. Mais bref, un truc dans une arène où ils font du sport, quoi. Enfin, voilà. Ok, moi j'avais lu que en tout cas le livre c'était une
de série télé, genre de jeu télé, pardon, où un mec devait, en fait, il se faisait traquer et il devait essayer de s'échapper pendant je sais pas combien de temps, tu vois. Ah d'accord, ok. Ouais, c'est pour ça Running. Et après tu gagnes des sous, mais je crois que tu te fais tuer, quoi. Sinon, si tu t'arrives pas, voilà, donc c'était à peu près ça le script, et ça peut être sympa avec Edgar Wright. Mais du coup, je pense qu'il va s'éloigner un peu de la comédie, parce que comme il avait fait avec Last Night in Soho d'ailleurs, et Glenn Powell est annoncé dans le lead, donc voilà, l'étoile montante et Glenn Powell. Ouais. Toi, t'aimes bien Edgar Wright, toi? Ah oui, j'aime beaucoup Edgar Wright. Moi, de la Snow j'avais beaucoup aimé. Je sais qu'il y en a. J'ai eu pas mal de gens dire que c'était pas ouf et tout, mais je sais pas, moi j'avais vachement aimé. Et ouais, moi, Edgar Wright, ça marche toujours sur moi. Même Dernier Pub avant la fin du monde, à l'époque aussi, il avait divisé un peu. Moi, j'avais beaucoup aimé. C'est vraiment un auteur que j'aime beaucoup. Et ouais, bah, avec Glenn Powell, ça peut faire des étincelles. Ouais. Ouais, une grosse nouvelle star qui arrive. Moi, j'aime bien Edgar Wright, j'aime bien sa trilogie, enfin surtout Hot Fuzz, je trouve que c'est le meilleur, voilà, c'est mon préféré. Oui, mais non, le Dernier Pub c'est mieux, ou non, Shaun of the Dead c'est mieux. Non, généralement... non, en général, les gens ils disent que c'est Shaun of the Dead qui est le meilleur, en général, les gens ils... ça se bat avec Hot Fuzz quand même, moi, il y en a pas mal. Ah ouais? Hot Fuzz. Ouais. C'est plus le Dernier Pub qui est le... Ou le moins aimé, oui, c'est vrai. Ouais, le moins aimé des trois. Mais moi, je vois beaucoup de gens dire Shaun of the Dead. Oui, non mais oui. Là, ils ont tort. Mais du coup, j'aime bien Edgar Wright. Et j'avais bien aimé Baby Driver aussi. J'ai trouvé ça vraiment sympa. J'ai pas vu la Soho, mais ouais, de le voir faire autre chose, ça peut potentiellement être sympa. Donc ouais, IP aussi de mon côté. Là, on va parler d'une licence, une vieille licence, voilà, que je regardais quand j'étais ado, qui revient d'entre les morts, parce qu'elle elle a bien pourri, et à un moment, tout le monde l'a oublié. C'est Scary Movie qui revient, donc chez Paramount. Et voilà, ils relancent la franchise Scary Movie avec un nouveau film qui va être tourné cet automne. Donc ce sera financé par Miramax et c'est Paramount qui va le distribuer. Ce sera produit par Neil H. Moritz, voilà, qui a notamment travaillé sur la franchise Fast and Furious. Et le film, il sortirait soit pour 2025, soit pour 2026. Donc il y a une volonté de relancer un peu ce qu'on appelait les spoof movies et les parodies un peu coconnes qu'on avait dans les années 2000 là. Ouais. Je sais pas, pour moi c'est très lié aux années 2000. Ouais, ça. C'est compliqué, je trouve. Mais à voir ce qu'ils vont faire, quoi. Ouais, moi je mets bien Scary Movie, tu sais, les 1, 2, 3, tu sais, quand j'étais petit, voilà, ça me faisait un peu rire. Mais c'est vrai qu'on s'est tapé une chier de parodies de trucs et tout, enfin c'était insupportable. Ouais, Spartatouille et tout. Et c'est, enfin, surtout Scary Movie, enfin, le 1, il est un peu culte et tout, mais la qualité, elle a disparu très vite. Enfin, s'il y avait de la qualité à l'époque. Bon, Moi, le 3 me faisait rire quand même, mais bon, oui. Non, mais ce film, il fait rire, mais voilà, c'était pas des bons films non plus, je trouve. Voilà, c'était des parodies un peu grasses américaines, et qui faisaient le café, tu vois, mais voilà, je pense que c'est parti un peu en couille. De refaire revenir ça, je sais pas, avec des mecs, avec le producteur de Fast and Furious, mon gars, je sais pas ce que ça va donner, mais je sais pas si c'est une bonne idée. Hein. Après, tu peux faire un peu comme il y a eu, on ferait dans les années 2010, il y a eu la montée de l'Elevated Horror, comme on dit. Tu peux faire de la parodie de l'Elevated Horror. Après, je veux dire, s'ils font pas ça, ils sont cons. Hein. Je veux dire, ils ont rien compris, mais bon, je sais pas comment ça va être fait encore, ces trucs-là. Et je sais pas si cet humour-là, il est pas derrière nous, quoi. Après, peut-être l'humour sera différent, justement. On verra. Mais, moi, je sais pas. Parce qu'il c'est compliqué si tu reviens avec un truc comme les premiers Scary Movie. J'ai du mal à croire que ça va prendre, quoi. Mais bon, à voir. Ouais, ça peut dater comme humour. Je pense que ça fera pas rire les gens d'aujourd'hui. C'est ça. Mais en même temps, si tu fais pas de l'humour à la Scary Movie, est-ce que les fans de Scary Movie vont aimer ton film? Donc, bon, tu vois, c'est tout un casse-tête, je pense. Ouais. Ensuite, on va passer à la meilleure news de la semaine. Sonic the Hedgehog 3 a son doubleur pour Shadow. Et alors là, il y avait des rumeurs qui disaient Hayden Christensen. Il y avait des rumeurs, voilà, il y avait plein de rumeurs. On se disait qui va être le doubleur de Shadow? Et bah non, c'est mieux que ce qu'on pensait, c'est Keanu Reeves. Voilà, Keanu Reeves. Mr. John Wick, voilà, qui va faire Shadow. Est-ce qu'on est content, Ista? Bon, on est très content. En plus, Shadow, il a une moto, comme Keanu Reeves. Donc, voilà. C'est parfait. Il a ce côté ténébreux. Oui, il a ce côté dark et ténébreux qui est bien caricatural à la Shadow. Franchement, c'est un super casting. Genre, c'est trop drôle, je trouve, que c'est Keanu Reeves qui le fasse. Et moi, nous, on a voilà, c'est un petit running gag hein, dans cette émission, mais on a un petit kink pour Sonic. Et là, voilà, le kink est décuplé, là. Ouais, donc dans le film, on va avoir Idris Elba et Keanu Reeves dans Sonic 3. Et Jim Carrey. Le casting, il est fou. C'est complètement malade, quoi. Et à voir s'il n'y a pas d'autres persos qui se rajoutent. Mais...
Il y avait une rumeur sur peut-être Rouge the Bat, mais bon, je sais pas. Alors, un projet en fait qui nous avait été teasé dans le dernier Transformers Rise of the Beast. Eh bien, le crossover Transformers et G.I. Joe arrive bien. Il est annoncé officiellement. Ouais, je sais pas. Je sais pas si c'est... En plus, le dernier Transformers n'a pas extrêmement marché. Je trouve ça très étonnant qui mettent en route ce projet. Et G.I. Joe, ça n'a jamais fonctionné de fou non plus. Mais écoute... Pas. Ouais, moi je suis pas hypé parce que tu sais que j'aime pas les derniers Transformers, je les trouve pas très bons, moi les 2 derniers. Maintenant, je pense que pour relancer la franchise, peut-être que faire un truc de crossover avec G.I. Joe bien débile, ça peut être pas mal. Après, de toute façon, ces trucs-là, ça dépend du réel pour moi. Voilà, s'il y a un mec qui s'amuse. Les 2 franchises étaient un petit peu au point mort, je pense. Ça va peut-être les relancer. Ou alors ça va les enterrer. Mais de toute façon, je pense que le Transformers, ce qui m'intéresse le plus, c'est le film d'animation. Donc voilà, j'attendrai plus ça que le film live, en tout cas. Mais ça a un projet, j'ai l'impression qu'il aurait été incroyable dans les années 2000, mais là, c'est un peu plus compliqué, vu l'état actuel des 2 franchises, quoi. Ouais, peut-être dans les années 2010, quand il y avait G.I. Joe, le truc. Et que les Transformers étaient encore un peu... Transformers, c'est 2007, c'est pour ça que je disais 2000, mais oui, fin 2000, début 2010. Oui, mais je veux dire, le temps que tu vois, genre... que la franchise s'installe, tu vois, comme la franchise G.I. Joe, tu sais, genre en 2011, c'était le 3, je crois. Ouais. Donc, tu vois, 2009, 2011 et 2014, le 4, vers là où la franchise faisait encore, je sais pas combien de centaines de millions encore au box-office, était au top de son prime, et que G.I. Joe était justement, faisait des films à côté, voilà, ils auraient pu faire un crossover de fou, mais bon. Là, c'est vrai que le coche est peut-être un peu manqué. Clairement. Tortues Ninja, les Tortues Ninja, moi j'adore les Tortues Ninja, voilà. Ah bon? Oui, voilà. Et là j'étais très content parce que Paramount ils sont venus à la CinemaCon, ils ont dit hey, vous connaissez les Tortues Ninja, vous connaissez le comics The Last Ronin? Et ben on va faire un film en live action qui sera R-rated, adapté de ce comics. Et là j'ai dit banco. Donc c'est Tyler Burton Smith qui va écrire le script. Il a notamment coécrit un film qui va arriver là qui s'appelle Boy Kills World avec Bill Skarsgård, et qui a aussi écrit le film Chucky de 2019 que moi j'avais plutôt bien aimé d'ailleurs, qui s'appelait Child Place. Voilà. Et à la production on a Walter Hamada, voilà, qu'on connaît pour les films d'ici, voilà, de l'époque Snyderverse, quoi. Donc bon, là, un mec du passé. Un mec du passé, mais qui revient là en mode coucou. Mais toi, t'aimes bien le comics? J'aime beaucoup le comics, qui en fait, pour le concept du comics, c'est toutes les Tortues Ninja sont mortes sauf une. Elle a toutes les armes des Tortues Ninja et c'est un genre de Batman en fait qui se balade dans la nuit et qui fait le justicier, quoi. Voilà. Donc moi j'adore. Mais c'est lesquels qui restent en vie? On le sait ou pas? On le sait, mais c'est un spoil de le dire. Je vais pas le dire. Ah ok, excuse-moi. Parce que peut-être je me suis dit, est-ce que c'est dans le pitch? Parce qu'il a toutes les armes et en fait dans le premier chapitre. Ah, tu sais pas c'est lequel? Tu te demandes pas. Oui, tu te demandes qui c'est pendant tout le long et tu le sais quand April O'Neil arrive et dit ah c'est toi. Elle dit son nom et puis voilà. Okay. Mais je vais pas le dire parce qu'ils vont peut-être garder le secret, je sais pas. Donc, Parce que ça fait très Raphaël. Tu vois, dans l'esprit, mais du coup c'est peut-être un twist, du coup. Donc on verra. Et ouais, c'est un truc assez violent, c'est ça? Oui, c'est. Après, moi j'ai pas le souvenir que le comic soit si violent que ça, vrai, mais il y a un ton adulte, quoi. Il y a un ton adulte, il y a pas d'humour. Après, je dis que c'est violent parce que le film est R-rated, quoi. Donc, ouais. Enfin, en tout cas, l'adaptation sera sûrement violente, quoi. Ouais, complètement. Mais toi, t'avais bien aimé les live-action Tortues Ninja? Non, mais là, ça te fait pas un peu peur? Non. Mais non, parce que c'est The Last Ronin. Ouais, mais est-ce que t'as pas peur que ça soit mal fait, The Last Ronin? Mais non, parce qu'ils vont pas faire de la merde. Je pense pas, j'espère pas. Ah, il a un sniperista là. Et il va les attendre là à la sortie. Non, moi je suis très hype par le projet. Je trouve ça trop cool. Ok. Bon, on espère qu'ils feront mieux que les deux, les deux produits par Michael Bay là, qui avaient l'air horribles là. Ah, tu les as pas vus? Non, ça va pas quoi. Ah bah, j'ai vu des extraits, je dis c'est bon. En espérant qu'ils reprennent Megan Fox en April O'Neil en tout cas. Non. T'es conneries. Alors Paramount, encore une fois, ils ont annoncé d'autres choses à la CinemaCon. Notamment, on a appris qu'il y avait un nouveau projet des créateurs de South Park, dont Trey Parker et Matt Stone. Voilà, et ils vont faire une coproduction avec Kendrick Lamar. Voilà, les trois, ils vont réaliser un musical. Ouais, le film, ça va suivre un jeune noir qui est un acteur dans un musée d'histoire et qui joue un esclave, du coup, dans ce musée d'histoire. Et il va découvrir que ça
petite copine blanche, du coup, ses ancêtres, ont possédé les siens en tant qu'esclaves. Donc, je pense que ça va être un truc assez drôle, assez subversif, je pense, et assez voilà, provocateur vis-à-vis de ça. Bah, de toute façon, c'est ceux qu'on fait South Park, quoi. Donc... C'est Matt Stone et Trey Parker. Moi, je connais pas mal leur cinéma. J'ai un peu vu tous leurs films qu'ils avaient réalisés. Je m'étais un peu renseigné sur eux. J'ai un peu tout regardé. Et ça m'étonne pas que ce soit un musical parce qu'en fait, ils adorent les musicals. Même ça traverse South Park. Hein. Le premier film South Park, il y a énormément de chansons. Hein. C'est même un musical, on peut dire. Et par exemple, leur premier film, c'est Hannibal the Musical. Voilà, qui est un musical sur un cannibale. c'est même dans tout leur cinéma, ça a toujours été traversé par la musique, les chansons. Et ils ont notamment aussi fait une pièce à Broadway qui a vachement bien marché, il me semble, sur les Mormons. Donc c'est pas étonnant en fait. Et vu le thème avec Kendrick Lamar, Kendrick Lamar, qui est un rappeur assez connu, et tout ça, qui me semble revient aussi sur la condition d'être noir, tout ça, quoi. Le trio, moi je pense que ça peut être banco. Moi ça peut me parler. Ouais, ça va être complètement décalé, donc potentiellement ça peut être hyper drôle. Après, est-ce que ça va être dans le style de South Park là, en animation assez spécial ou pas? C'est ça que. Non, mais c'est pas un film, c'est un film live. Ouais, c'est un film live, hein, ouais. Ouais, donc Kendrick Lamar, donc un des rappeurs les plus populaires du coup des dernières années. Moi je demande à voir aussi. Ensuite, on a des infos sur l'adaptation de Avatar The Last Airbender, le film d'animation qui fait suite à la série d'animation. Et on a des infos sur le cast. On a Eric Nam, qui est un chanteur, il me semble qu'il est sud-coréen. Enfin, j'ai lu un truc un peu bizarre, c'est qu'en fait c'est un Américain qui est parti en Corée du Sud pour être chanteur. Donc c'est d'accord, ok. Je savais pas. Très bizarre, mais voilà, c'est assez fou. Et il va doubler Aang, du coup le personnage principal de la série, mais en tant qu'adulte. Et on a Dave Bautista, du coup le catcheur, qui va, ancien catcheur du coup, qui va doubler le méchant du film. Et on a le titre du film qui s'appellera Aang The Last Airbender. Je suppose que c'est pour pas tomber avec Avatar, quoi. Je sais pas. Je sais pas du tout. Pour la marque au cinéma, si tu dis Avatar, après c'est pour pas confondre, quoi. Là tu diras Aang, quoi. Voilà. Ouais, peut-être. Je sais pas. Après, c'est quand même un truc hyper connu aux États-unis, donc je sais pas si. Les gens... c'est bien en plus, ça leur ajoute des gens qui viennent voir le film, tu vois. Et les gens ils vont dire au film Avatar. Et ils vont aller le voir, tu vois. Ils vont se faire rembourser après. Tu sais. Ouais, c'est un peu ça. Donc voilà, ouais, moi ça m'intrigue. Enfin, ça m'intrigue plus que la série qui est sortie récemment. Ouais, donc, pareil. Ouais, pourquoi pas. Et Dave Bautista, du coup, qui élargit son champ d'acting, encore une fois. Complètement dans une voix, ouais, c'est vrai. Mais ouais, le film d'animation, ça me paraît plus intéressant aussi que la série. En plus, c'est la suite, hein, donc de la série d'animation. Donc, pour ceux qui ont suivi, c'est cool. J'espère qu'ils vont quand même faire en sorte que si on n'a pas vu la série, on puisse regarder le film quand même, parce que moi, j'ai pas vu. Je pense qu'ils vont le faire. Je pense que ça va être compréhensible. En parlant d'animation, on va parler d'un autre projet d'animation. Et c'est un projet d'animation de Golden Axe. Donc il va y avoir une série sur Golden Axe. Alors Golden Axe, c'est quoi? Golden Axe, c'est un jeu vidéo sur Mega Drive que je jouais quand j'étais gamin, que j'adorais. C'est un genre de beat'em all où on jouait, en gros, tu avais un viking, un guerrier et une guerrière. Voilà, et tu tuais des monstres. Et moi j'adorais ça. Voilà. Et donc au casting, on aurait Mathieu Rhys, Danny Pudi, Lisa Gilroy, Liam McIntyre et Karl Tart. Du coup, tu as hypé? Moi je suis trop content. Mais ouais. En fait après c'était comme je disais, du truc d'heroic fantasy en gros avec des. Et tu t'y attendais ou pas? Non, je m'y attendais pas du tout. Ça m'a surpris de ouf. Ouais. Mais c'est dans la lignée dans ce moment de faire plein d'adaptations de jeux vidéo. Ouais. Sur le coup, je suis surpris de l'annonce, mais en fait après quand il le dit, je suis ok, c'est dans la mouvance actuelle. Quoi. Ok, on suivra ça. Hein. Si c'est intéressant, peut-être qu'on fera un épisode dessus même un jour. Voilà, on vous en parlera. Et on va passer aux plateformes de streaming, parce qu'on a eu quelques news. On a eu des news d'Invincible, ou Invincible en français. Donc, on a fait d'ailleurs une critique de la semaine dessus. Donc, allez écouter notre épisode sur Invincible, la saison 2. Et on a appris que le voice work, donc le doublage pour Invincible, la saison 3, est déjà fini. Et que Invincible est renouvelé pour une saison 4 et 5. Bon, on s'en doutait, vu le carton de la série. Et mais du coup, la saison 3 devrait arriver très rapidement. Ouais. Pour la saison 4 et 5, en fait, on l'a appris parce qu'ils ont annoncé un jeu vidéo, là. Ils ont fait un Kickstarter. Enfin, pas un Kickstarter, mais un financement participatif, quoi. Et en fait, c'est écrit dans le financement participatif, dans la description, qu'ils ont renouvelé pour la saison 4 et 5. Donc on est content.
On est très content. La série, elle va durer en tout cas encore un moment. Le jeu vidéo parle de faire un triple A et tout. Donc, beaucoup de choses de prévues autour d'Invincible. Il y a toujours le projet du live action et tout, même si on n'a pas trop de news. Mais ça s'expand, j'ai envie de dire. Comment on dit en français expansion, mais ouais. Voilà, en tout cas, voilà, on attend beaucoup Invincible saison 3. Ensuite, chez Apple, une série qu'on a adorée, qu'on a vraiment... C'est notre série préférée de l'année dernière. Monarch, Legacy of Monster, a été renouvelée pour une saison 2. Et il y aurait aussi un développement de spin-off, voilà, dans le Monsterverse, d'autres séries qui se déroulent dans le Monsterverse. Donc, voilà, on est content, non? Bon, on va arrêter cette blague tout de suite. Aïssa. C'est de la merde, Monarch, voilà, moi je le dis. Enfin, j'ai pas du tout aimé, et faut arrêter, quoi. Faut arrêter ces conneries-là. Là, moi je trouve ça... Enfin, les films, déjà, c'est... Bon, ok, on a été gentil avec Godzilla X Kong et tout, mais... Enfin, faut pas déconner, quoi. Enfin, tu vois, genre... Au bout d'un moment, tu tapes un Godzilla X Kong, voilà, tous les 3 ans, c'est complètement con. C'est pas très bien fait, mais allez, ça passe. Là, tu me mets des séries et tout, longues et chiantes. Allez, moi, je vous le dis, c'est bon. Voilà, je vais être violent. Faut pas jouer avec mes couilles. Voilà, je le dis. Oh. Tes couilles, carrément. Ouais. Ça fait beaucoup. Ouais. Il y a un tweet qui disait c'est trop drôle que ce soit l'univers qui a réussi à rester, tu sais, à côté du MCU, quoi. Le truc, il veut pas s'effondrer, quoi. Et en plus, même Godzilla X Kong, ça a marché, alors que moi, j'étais pas sûr que ça fonctionne et tout. Ouais, je suis très étonné, mais après Monarch saison 1, il y a des gens qui l'ont aimé, hein. J'ai vu des gens la défendre, dire que c'était bien et tout. Alors que moi, je trouve ça un peu pété, ouais. Et en plus, on va en avoir d'autres séries. Ça fait beaucoup là, non? Ouais, je peux plus, quoi. Voilà, on n'en peut plus. Arrêtez ça, Apple, s'il vous plaît. C'est à toi. Alors, on avait parlé de Netflix, du changement de dirigeant il y a très peu de temps, et que potentiellement la politique de Netflix allait changer. Moi, j'étais un peu dubitatif sur ça, mais apparemment, il y a une nouvelle politique. Donc, ce serait d'améliorer la qualité des films et de produire un plus large spectre de films. Donc, voilà. Qui sont pas juste des films avec des grosses stars d'action avec Dwayne Johnson et Ryan Reynolds pour ne citer que, quoi. Apparemment, ils auraient annulé un projet de Millie Bobby Brown qui aurait été un court-métrage. Donc apparemment, c'est une preuve qu'ils vont vers l'avant, c'est qu'ils annulent les courts-métrages de Millie Bobby Brown. Attention. Et donc la nouvelle politique de Netflix avec l'arrivée de Dan Lin, ce serait de faire des meilleurs films, de faire moins de films, donc se concentrer plus sur la qualité plus que la quantité. Ça, je dis oui. Faire des films plus variés, de baisser quand même les budgets, parce qu'il y a quand même des budgets insane sur les films Netflix, alors que ça se ressent pas du tout à l'écran. De baisser les salaires des acteurs et des actrices. Alors, sur le papier, ça a l'air bien, ça. Oui. Mais pourquoi t'y crois pas, toi? On a une news il y a quelques jours, quand même, qui contredit un peu toutes ces infos-là, non? C'est la news sur la réalisatrice. On a une news sur Catherine Bigelow qui travaille sur un projet pour Netflix et ils l'ont annulé et ils l'ont dégagé. Donc bon, je sais pas ce qu'ils veulent dire par améliorer la qualité de leur film. Donc pour l'instant, ça ne reste que des paroles pour moi. À voir. Hein. Donc sur le papier évidemment, hein, je suis absolument d'accord. Ça prouve qu'ils sont très au fait des problèmes qu'il y a dans leur film. C'est ça qui est assez drôle. Mais après, dans les faits, voilà, ça reste à voir pour moi. Parce que moi, le truc de Catherine Bigelow, enfin, je disais, moi, les Fincher qu'il a fait sur Netflix, les films qu'il a fait sur Netflix, j'ai pas accroché, quoi. Enfin, la plupart des râles, moi, je trouve sur Netflix, font rien de fou, quoi. Donc après, je sais pas si c'est lié à ça, peut-être, je sais pas. Parce que après ça doit être un projet qui doit dater de la direction de l'avant. Donc peut-être c'était je sais pas, mais je suis pas sûr que ça aurait été un bon film, quoi. Je sais pas, c'est un bon film, mais tu veux améliorer la qualité de tes films, je sais pas, Catherine Bigelow, ça me semble pas mal. Après, je dis ça comme ça, hein. Bon. Ouais, mais bon, je sais pas. Enfin, moi, je pense que c'est vrai parce que je pense qu'ils voient Apple à côté. Ils voient Apple qui font Killers of the Flower Moon, qui font des trucs comme ça, et qu'ils disent, peut-être... Et que ça prend, quoi, quand même. Donc, je pense que l'idée, c'est ça, quoi. Ça va être d'essayer d'aller aux Oscars, tout ça, quoi. Même s'ils y ont été un peu déjà, mais... Ils n'ont jamais eu meilleur film, hein. Meilleur film, ils l'ont jamais eu. Non, ils l'ont jamais eu, non. Mais je crois que l'idée, ça va être ça. Hein. Moi, je pense que c'est pas parce qu'ils voient la concurrence, ils voient Apple, et que c'est pour ça qu'ils changent. Ouais, écoute, moi je demande à voir, mais pourquoi pas après, au moins ils sont au courant des problèmes qu'il y a dans leur production. Mais bon, tu te souviens il y a quelques mois,
il disait qu'il voulait au moins recruter aussi des réalisateurs connus, etc. Donc, enfin bon, après la direction a changé, donc on verra ce que ça donne. Ouais. Mais c'est que le segment film hein, de Netflix. Oui, bien sûr. Ensuite, on a appris qu'il y a un reboot de Heroes qui arrive. Alors Heroes, la série de super-héros que j'avais quand j'étais petit, qui passait à la télé. Oui, je regardais sur TF1, je crois que ça passait à l'époque. Ouais, c'était TF1, ouais. Et ben on a le créateur Tim Kring, donc celui qui a fait la série d'origine, qui reviendrait pour un reboot qui s'appellerait Heroes Eclipsed et qui se passerait des années après la série originale. Mais moi j'ai une question pour ce Tim Kring, c'est est-ce il se souvient qu'il a fait une série qui s'appelle Heroes Reborn, qui était déjà une série qui se passait des années après. Des années après la série originale, donc je ne comprends pas. Donc ils vont refaire une suite en fait à Heroes d'avant, quoi. Bah, le truc, c'est que Heroes Reborn, c'était la suite avec les mêmes personnages. Mais là, peut-être si ça sera des nouveaux persos. Oui, il y a moyen que ce soit un... Après, c'est annoncé comme un reboot. Donc voilà, c'est très bizarre de dire c'est un reboot, mais en fait, tout ce qui se passait avant est arrivé. Donc voilà, et je sais pas où ils vont aller, mais de toute façon, cette série, moi, j'aimais beaucoup la saison 1, elle était pas mal. Et après, c'est vrai qu'après, tout le monde dit, ouais. Parce que le méchant était bien, je crois, dans la saison, c'est ce que tout le monde disait. C'est ça, Sylar, il s'appelait. Sylar, ouais, c'est ça. Mais après, tout le monde dit, saison 2, pas terrible. Oui, parce qu'elle a subi la grève des scénaristes à l'époque. Cette série, c'est parti en couille, et puis plus t'avançais dans les saisons, plus c'était nul, et Heroes Reborn, c'était je crois. Parce que ça l'a annulé, après il y a eu Heroes Reborn des années après, bien des années après. Ça. Bien des années, je pense 5-6 ans après, c'était pas non plus... ah non, c'est plus long que ça, je crois. Hein. Ah non, parce que la série Heroes, c'était milieu des années 2000, et elle a fini fin des années 2000, parce qu'il y a eu 4 saisons, il me semble. Et Heroes Reborn, c'était sorti au milieu des années 2010, hein, donc... Non, Heroes Reborn, c'est 2015. Hein. Ouais, mais Heroes, ça s'est fini quand ? Je crois que ça finit fin des années 2000. Ouais, 2010, ça s'est fini, hein, Heroes. Hein, donc c'est revenu 5-6 ans après. Ah, je croyais que ça s'était arrêté, moi, en 2005, tu vois. Mais ok. Non, enfin bref. Et moi, je pense pas que ce soit une bonne idée. Je pense qu'il faut arrêter. Je pense que là, parce qu'il a déjà essayé une fois, ça n'a pas marché. Donc, c'est que ça marche vraiment pas, quoi. Bah, en fait, moi, il y avait... Tu vois, ça, c'était une série qui était bien dans l'époque où il n'y avait pas beaucoup de super-héros, tout ça. Ouais, en plus, ouais. Où on faisait des super-héros un peu réalistes, pas trop de costumes, tout ça. Donc ça passait, les trucs... Il y avait un côté un peu cheap quand même. Mais là, à l'ère actuelle, avec tous les super-héros, maintenant les mecs, ils ont tous les costumes et tout. Là, on va voir Wolverine avec son costume jaune et tout. Faire une série comme ça, où les mecs sont habillés en civil avec des pouvoirs, là, je sais pas, j'ai beaucoup de mal à m'imaginer un truc. J'ai l'impression que c'est pas dans les carcans actuels, ou alors après, ils vont faire un vrai truc de super-héros, quoi. Mais... après, non, dans Heroes, c'est des mecs qui découvrent qu'ils ont des pouvoirs, ils taillent toujours une organisation qui est là pour les gérer, entre guillemets, quoi, mais c'est un truc qui est pas connu du, tu sais, genre de là, c'est vu revu, là, c'est bon, je veux dire, ça passe. Oui, non, mais c'est une série qui a 20 ans, quoi. Enfin, au bout d'un moment, faut arrêter, quoi. Enfin, bref. Bah, ça, hein, ouais. Ensuite, on va s'envoler vers Warner, HBO. James Gunn a commencé. Le tournage de Peacemaker saison 2 a commencé, parce que James Gunn ne réalise sûrement pas tous les épisodes, je pense. Lui et 3 autres réalisateurs, donc du coup, vont filmer cette saison. Mais ce qui est assez bizarre, c'est que, en fait, en même moment, ils filment Superman, quoi. Ouais, mais bon, bah, comme tu dis, en fait, moi, c'est surtout qu'on pensait qu'il allait commencer en juin. En fait, il commence là. Mais ouais, il tourne Superman en même temps. Bah, après, comme tu as dit, il y a plusieurs réals. Hein, ils sont 4 sur le projet. Donc, lui, il a écrit le script. Voilà. Après, il y a d'autres réals. Voilà, il fera son Superman à côté des autres. Ils feront. Puis, il fera des va-et-vient, je pense. Je pense qu'il sera géré. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et ben, une autre grosse annonce, c'est qu'on a appris 2 castings pour Superman Legacy. Enfin, Superman. C'est plus Legacy, oui. Il n'y a plus de Legacy. Ce n'est plus la Legacy. C'est que Britt Taylor Vince a été casté en tant que le père de... Enfin, Jonathan Kent, du coup, le père de Superman. Et Neva Howell a été castée en tant que Martha Kent. Martha, oui, on connaît. Voilà. Et du coup, c'est pas des acteurs très très connus, donc je pense pas qu'ils ont un rôle très prépondérant dans l'histoire, parce que c'est annoncé assez tard. Mais voilà, c'était 2 castings quand même pour le film, quoi. Ouais, c'est intéressant de prendre des gens pas très connus et tout. Ouais, au lieu de prendre un Kevin Costner ou ce genre de... Je crois que dans le Honor, c'est peut-être un acteur connu, je sais plus, mais en tout cas, il y a un côté aussi où, en fait, physiquement, ces acteurs-là, ils ont un côté un peu... ça pourrait être tes parents, tu sais. Il y a un côté, c'est pas des beaux gosses ou quoi, tu vois. Oui, c'est pas Kevin Costner, oui, c'est effectivement. Et ouais, je trouve ça intéressant, ouais. Bon,
On va chez le diable, comme on dit. Vas-y. Alors, on va chez Disney. On a appris une petite chose sur Disney+. C'est que Disney+, il prévoit d'ajouter des channels sur Disney+. Donc, il y aura des channels basés sur certains genres. Ou voilà, à channel Marvel, à channel Star Wars. Moi, ça me fait penser à Pluto TV. Je sais pas si tu as déjà été sur Pluto TV. Donc, par exemple, tu as le channel South Park. Tu mets South Park, tu vois, et tu as un épisode de South Park qui passe. Et tu que ça pendant toute la journée, tu vois. Mais ça, je pense que c'est beaucoup des gens qui ont des habitudes de télé, surtout. De juste mettre un truc et tu sais, ils veulent pas vraiment regarder ce ils se laissent un peu guider, tu sais, comme à l'époque avec la télé où les gens zappaient, tombaient sur un truc, juste laissaient. Il y avait un peu ce côté-là et je pense qu'ils veulent, je pense que ça existe encore aux États-Unis, hein, ce truc-là. Hein. Mais voilà, ils veulent créer des channels parce que ça existe déjà à la télé, hein, ce genre de truc. Parce que je crois qu'à la télé, il y a des trucs où genre Channel Disney ou je sais pas quoi, ça existe déjà. Hein. Tu veux dire que c'est un sorte de Disney Channel? Alors ouais, je sais pas, mais j'ai fait une ref à Suicide Squad, c'est tout. Ok, We sort of kind of Disney Channel. Ouais, cette phrase, elle nous a hanté longtemps. En plus, dans le trailer, il te repassait. Enfin bref, et oui, du coup, je pense que ça va être ça. Hein, ça va être pour les gens qui sont un peu indécis. Ils vont faire, là, j'ai envie de me mater une petite comédie musicale Disney Channel, et puis ils vont aller sur le channel, sur la chaîne Disney Channel ou je sais pas quoi, tu vois. Et ils vont passer un High School Musical 2, je sais pas quoi. Et tu sais, les gens, ils vont se laisser aller porter là-dedans, mais bon, moi, ça va pas changer ma vie, je pense. C'est clair, ouais. Je sais même pas si ça va arriver en France, en vrai, on verra, mais pour l'instant, on va voir ce qui se passe. Marvel. Alors, Kevin Feige, il est venu avec sa casquette au CinemaCon. Il nous a annoncé plusieurs choses. Alors, notamment, Fantastic Four et Thunderbolt, ils vont être tournés complètement en IMAX. Voilà, donc ça c'est bien, hein. Après c'est la mode, grosse news là. Tout le monde fait ça là. James Gunn, il a bien lancé le truc là au niveau du super-héros là quand il a annoncé ça. Ah oui, parce que moi j'ai plus l'impression que c'est Nolan qui a lancé ça. Oui, mais j'allais dans le domaine super-héroïque parce que là c'était le premier à avoir fait un film en IMAX de super-héros depuis Nolan, depuis sa trilogie où il filmait et même pas tout le film, il filmait pas tous les films, tout le film en IMAX, mais je crois que c'est le premier à faire un film de super-héros en IMAX, il me semble, James Gunn du coup. Oui, ouais. Je réfléchis, mais en tout cas entièrement en IMAX. Entièrement filmé en IMAX. Ouais. Mais du coup, ça veut profiter des salles IMAX qui apparemment rapportent beaucoup, surtout aux États-Unis. Et puis, de toute façon, il y a des salles IMAX qui se développent beaucoup en Europe aussi, partout dans le monde. Donc voilà, ça rapporte beaucoup plus d'argent, puisque évidemment la séance coûte plus cher. Donc ça m'étonne pas. Pour moi, c'est plus une histoire de blockbuster en fait. Tous les films qui vont coûter cher, ils vont les faire de plus en plus en IMAX. Il y a eu Dune aussi, Dune 2 qui était. Ça veut occuper les salles IMAX parce que ça rapporte beaucoup. Enfin, même Godzilla X Kong, je crois qu'il a une partie tournée en IMAX. Donc ouais. Kevin Feige confirme aussi qu'il y a le fameux Astérix là, à la fin de Thunderbolt, parce qu'on a vu, le logo il a changé et maintenant il y a Thunderbolt avec une petite Astérix en haut à droite. Et il dit que ils ne parleront pas de l'Astérix avant que le film sorte. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas. Il tease un truc, mais là, c'est le truc le plus énigmatique possible, là, pour le coup. Ouais, je sais pas comment prendre cette news, je sais pas ce qu'il veut dire, mais on en saura plus, je pense. Je sais pas si ça sera la sortie du film, mais peut-être avec les trailers, tout ça, quoi. Peut-être avec les trailers, quand il y aura les premières affiches, tout ça, on verra. Mais quand la promo va commencer, on verra. On aura peut-être des réponses. Et quelques nouvelles sur Captain America Brave New World. Juste, en fait, il a dit que ce serait un grounded action thriller. En gros, il dit que la volonté du film, c'est de se rapprocher de Winter Soldier, hein, voilà, le deuxième film du Captain America, dans le ton, tout ça. Oui, après, c'est ce que beaucoup de gens voulaient, hein, donc, donc ça m'étonne. Après, j'avais l'impression que c'était l'approche de base aussi, donc on verra. Donc c'est complètement ça. C'est ce à quoi on s'entendait, et ça va être ça. Et c'est fini pour les news de cette semaine. Pas beaucoup de news Disney, Marvel, même Warner et tout, hein, mais on a eu pas mal d'autres news, pour le coup. C'est vrai. Et on va passer à la chronique box-office, c'est ça ? Oui, alors d'abord quelques petits chiffres. Joker 2, le trailer de lancement, il a fait 167 millions de vues en 24 heures, ce qui fait le plus gros trailer, le plus discuté et le plus vu depuis Barbie. Ouais, le trailer, il a fait sensation, hein, vraiment sur le coup. Dans le sens positif comme dans le sens négatif, pour le coup. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient en train de dire que c'était de la merde. Beaucoup de gens qui ont dit que c'était le meilleur film de tous les temps. Donc voilà, c'était l'enfer sur Twitter, là, ces derniers jours. Mais en tout cas, je pense que le film, il va être, ça va être un des plus gros films de l'année, quoi, clairement. Et on a aussi le box-office chinois. Petite news sur Le Garçon et le Héron, le dernier film de Miyazaki, qui a fait 93 millions de dollars après seulement 2 semaines.
Voilà, après 12 jours exactement de sortie en Chine, ouais, ce qui est complètement fou, quoi. Ouais, c'est incroyable, hein, pour le coup. Enfin, voilà. Merci Miyazaki. On va commencer, comme d'habitude, par le box-office américain, le top 5. Et ben, on retrouve Dune Partie 2 qui revient dans le top 5, qui nous avait manqué. Voilà, bah, il est de retour et qui a rapporté 4,3 millions de dollars cette semaine pour un cumul à 272 millions de dollars sur le sol américain, pour un total dans le monde à 683 millions de dollars. Il va sûrement dépasser les 700. Voilà, ça a été annoncé depuis un moment. Voilà, ouais. toujours solide, hein, toujours dans le top après cette semaine, donc c'est pas mal, quoi. Kung Fu Panda 4 qui prend une place aussi, qui devient 4e pour sa 6e semaine et qui fait 5,5 millions de dollars pour un cumul à 173 millions de dollars aux États-Unis. Dans le monde, il est à 452 millions de dollars. Voilà, bah, très gros succès pour un budget de 85 millions, je crois qu'on avait dit. Donc, gros succès pour Kung Fu Panda. Ensuite, à la 3e place, on retrouve SOS Fantôme qui ne bouge pas, mais qui ne gagne toujours pas non plus de place. Il a rapporté 5,7 millions de dollars au box-office américain cette semaine, pour un total de 96 millions au total sur le territoire américain, et pour un total mondial à 159 millions de dollars pour un budget de 100 millions. Le film va, je pense, pas se rembourser, ou alors ça va être très très limite, mais il sera pas très rentable en tout cas. Ça va être compliqué de passer les 200 millions. Hein. Ça va être compliqué. Hein. En 2e, on a Godzilla X Kong, le Nouvel Empire, qui lui descend d'une place, hein, ce qui était premier la semaine dernière. Donc, pour sa 3e semaine, il a fait 15 millions de dollars pour un cumul de 158 millions de dollars aux États-Unis. Et sur le monde, il est à 436 millions de dollars. Très gros succès aussi, hein, pour Godzilla X Kong. Ensuite, à la première place, on retrouve Civil War, voilà, le blockbuster de A24, soi-disant, qui démarre avec 25 millions de dollars sur le sol américain pour sa première semaine, et qui a rapporté 30 millions dans le monde, même s'il n'est pas encore sorti partout. Enfin, là, chez nous, il vient juste de sortir, donc il n'est pas comptabilisé dans la rentabilité encore. Et il a un budget de 50 millions de dollars, donc je pense qu'il devrait possiblement être rentable. Après, voilà, c'est à voir, faut voir l'évolution dans laquelle va le film, parce que c'est la meilleure entrée dans le box-office pour un film A24, donc c'est quand même à voir. Mais pour qu'il soit rentable, faut peut-être qu'il tape les 150 millions. On va voir si dans le monde il cartonne, mais pour l'instant, on a quasiment que le démarrage américain. On passe au box-office France. On passe au box-office français, ouais. À la 5e place, on retrouve Ducobu passe au vert. Alors, c'est le nouvel épisode de la saga Ducobu, dont on avait parlé la semaine dernière, qui rapporte 100 000 entrées. Donc une chute de 56%, et pour un total de 332 000 entrées. Donc on avait déjà dit, c'est la plus faible entrée pour un film Ducobu. Donc voilà, ces comédies-là n'intéressent beaucoup moins les gens pour le coup. En 4e, on a un nouveau film qui vient d'arriver, donc Nous les Leroy, le film de Flaubert, qui fait lui 155 000 entrée. C'est plutôt pas mal, hein, parce que je crois qu'elle a pas coûté, je crois que ça a dû coûter 4 millions. C'est pas incroyable, mais franchement, je pense que le film va largement se rembourser. Ensuite, on retrouve Godzilla X Kong, voilà, qui perd de place directement, et qui a 193 000 entrées en France, donc une chute de 56% pour un total de 635 000 entrées. C'est pas fou. En tout cas, son box-office en France, ça prend pas. Ouais. Alors qu'il cartonne un peu partout dans le monde. Nous, on n'aime pas. Kung Fu Panda 4 en 2e, donc il reste à sa place pour sa 3e semaine, qui a fait 209 800 entrées pour un cumul de 1,3 million d'entrées. Donc lui, il marche bien en France. Et au top du box-office, on retrouve SOS Fantôme, la menace de glace, voilà, qui est sorti depuis une semaine et qui cumule 248 000 entrées. Oui, leader, mais un peu timide quand même. 248 000 entrées, c'est pas non plus incroyable. Et donc voilà, ça clôt cette semaine de news et de box-office. J'espère que j'aurais pas été un peu trop hésitant, bizarre, parce que je suis un peu malade, voilà. Mais en tout cas, on espère que vous avez passé un bon épisode. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, les 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. À vous abonner selon votre plateforme de streaming, à nous suivre sur les réseaux sociaux @la nuit des sorties. Et on se retrouve très bientôt pour plein de news, plein de critiques. Voilà, vive le cinéma. Vive le cinéma. À plus. Salut.